Ce ne sont pas des stratégies de pensée positive. Ce sont des améliorations de niveau architectural sur la façon dont votre esprit fonctionne sous pression. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement ce qu'il faut faire, mais aussi pourquoi cela fonctionne à un niveau psychologique profond. Et une fois que vous aurez compris le pourquoi, vous pourrez l'appliquer partout. Si cela ressemble déjà à ce que vous aviez besoin d'entendre, je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires dès maintenant. Je suis l'architecte. Allons Y. Numéro 1. Le découplage du déclencheur émotionnel. Machiavel a dit un jour que celui qui veut être obéi doit savoir commander. Et avant de pouvoir commander quoi que ce soit dans le monde qui vous entoure, vous devez d'abord commander le monde qui est en vous. Voici comment la plupart des gens sont programmés actuellement. Quelque chose se passe. Quelqu'un dit une chose impolie. Quelqu'un vous coupe la parole. Quelqu'un vous manque de respect en public. Cet événement frappe votre cerveau et, presque instantanément, une émotion se déclenche. La colère, la gêne, la peur, la blessure. Et une fraction de seconde après le déclenchement de cette émotion, vous réagissez. Vous dites quelque chose, vous faites une grimace, votre voix change, votre langage corporel se modifie. Stimulus, émotion, réaction. Cette chaîne se produit si vite que la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'elle a lieu. Ils pensent qu'ils répondent simplement de manière naturelle. Ils pensent que leurs réactions sont simplement ce qu'ils sont. Mais cette chaîne n'est pas fixe, elle n'est pas permanente. C'est une habitude. Et comme toute habitude, elle peut être brisée. Le déclencheur émotionnel. Le découplage est le processus qui consiste à rompre cette chaîne automatique entre ce qui vous arrive et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous créez une zone neutre, un écart, un espace entre le monde extérieur et votre réponse interne. Et à l'intérieur de cet espace, c'est là que tout change. Pensez à la dernière fois que quelqu'un a dit quelque chose qui vous a vraiment irrité. C'était peut-être un commentaire destiné à vous mettre dans l'embarras. C'était peut-être une critique que vous avez prise personnellement. Que s'est-il passé à ce moment-là? Votre cerveau a enregistré l'événement, l'a étiqueté comme une menace, et a déclenché une réaction émotionnelle avant même que votre esprit conscient n'ait eu la chance d'intervenir. Ce processus s'appelle le piratage émotionnel. Votre logique se déconnecte. Votre réaction prend le dessus. Et celui qui a déclenché cette réaction a désormais du pouvoir sur vous à cet instant précis. Lorsque vous pratiquez le découplage des déclencheurs, vous interrompez ce piratage. Vous entraînez votre système nerveux à faire une pause, même pour 1 ou 2 secondes seulement, avant que la réponse automatique ne se déclenche. Pendant cette pause, vous avez l'opportunité de choisir la signification de l'événement. Vous pouvez décider si cette situation mérite une réponse émotionnelle. Vous devenez celui qui donne un sens, et non pas l'événement ni la personne qui l'a créé. Vous ne développez pas cela du jour au lendemain. Vous commencez petit. La prochaine fois que quelque chose vous irrite, avant de réagir, posez-vous une question. Que se passe-t-il réellement ici? Pas ce que vous ressentez à ce sujet, pas ce que cela vous rappelle, juste ce qui se passe littéralement. Cette seule question crée l'espace. Cet espace est votre pouvoir. Avec le temps, à force de pratiquer, cet espace s'élargit. Vos réactions automatiques deviennent plus lentes et les gens autour de vous commencent à remarquer quelque chose de différent chez vous. Ils essaient de vous provoquer et n'obtiennent rien en retour. Ils essaient de vous déstabiliser et rien ne vous déstabilise. Ils réalisent rapidement qu'ils n'ont aucun levier sur lequel tirer. Et une fois que quelqu'un n'a plus de levier, il n'a plus aucun contrôle. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Je maîtrise ma pause. Numéro 2. Le transfert de la propriété psychologique. Machiavel a dit un jour que le lion ne peut se protéger des pièges, et que le renard ne peut se défendre des loups. Il faut donc être un renard pour reconnaître les pièges et un lion pour effrayer les loups. Pour être le renard, vous devez prendre assez de recul pour voir le piège. Vous ne pouvez pas voir un piège si vous vous tenez à l'intérieur. C'est exactement ce que vous enseigne le transfert de la propriété psychologique. Voici l'idée fondamentale. La plupart des gens ressentent des émotions parce qu'ils croient que les choses leur arrivent à eux. Quelqu'un vous insulte, et vous avez l'impression d'être la cible. Quelqu'un vous manque de respect et vous le prenez personnellement, comme si votre identité était attaquée. Quelqu'un vous ignore et cela ressemble à un rejet, à une perte, comme si on vous enlevait quelque chose. Cette perspective, la perspective que cela m'arrive à moi, est la position la plus vulnérable émotionnellement dans laquelle vous puissiez vous trouver, car à partir du moment où vous êtes à l'intérieur de la situation, en tant que participant, vous êtes susceptible d'en être affecté. Vous êtes impliqué émotionnellement. Et l'implication émotionnelle signifie l'exposition émotionnelle. Lorsque quelqu'un vous insulte, vous ne recevez pas l'insulte comme une personne qui a été attaquée.
Vous l'observez comme une personne qui regarde le comportement de quelqu'un d'autre. Vous observez leurs mots de la même manière qu'un scientifique observe un spécimen au microscope. Curieux, détaché, clinique. Une insulte devient intéressante. Cette personne tente d'établir sa domination par une agression verbale. Le manque de respect devient une tentative de positionnement de la part de cette personne. Ils essaient d'abaisser mon statut dans cette dynamique. La colère dirigée contre vous devient le signe qu'il y a une énergie émotionnelle élevée dans cette interaction. L'autre partie est déstabilisée. Lorsque vous passez de l'expérience à l'observation, il se passe quelque chose de profond. La charge émotionnelle de la situation chute de manière spectaculaire, car cette charge n'existe qu'à l'intérieur de l'expérience. En regardant de l'extérieur, cela perd la majeure partie de son pouvoir sur vous. Il ne s'agit pas de faire semblant que la situation n'est pas réelle. Elle est réelle. Ce qui change, c'est votre relation avec elle. Vous n'êtes plus à l'intérieur de la tempête. Vous observez la tempête depuis une position en hauteur, bien au sec. Et depuis cette position, vous pouvez voir l'ensemble de la situation. Vous pouvez voir ce qui se passe réellement, ce que l'autre personne veut vraiment, et quel est le meilleur mouvement à faire. Les personnes qui opèrent depuis cette position sont celles qui semblent toujours d'un calme olympien lorsque le chaos éclate. Non pas parce qu'elles ne ressentent rien, mais parce qu'elles se sont déplacées vers une position où le chaos ne peut les atteindre. Maintenant, je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. J'observe. Je décide. Numéro 3. La superposition des contradictions internes. Machiavel a dit un jour que tout le monde voit ce que vous paraissez être. Peu de gens ressentent ce que vous êtes vraiment. Et quand ce que vous êtes vraiment est stratifié, complexe et intérieurement contradictoire, personne ne peut se faire une image précise de vous. Et sans une image précise, personne ne peut vous prédire. Et sans prédiction, personne ne peut préparer de stratégie à utiliser contre vous. La plupart des gens sont émotionnellement simples, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils s'autorisent à ne fonctionner qu'à partir d'un seul état émotionnel à la fois. Ils sont soit calmes, soit anxieux, soit engagés, soit désintéressés, soit confiants, soit incertains, une seule chose à la fois, visible à la surface. Et lorsque votre état émotionnel est unique et visible, il devient lisible. Les gens peuvent vous analyser en quelques minutes et comprendre exactement où vous en êtes. Ils savent quand vous êtes excité par quelque chose parce que vous parlez plus fort. Ils savent quand vous vous sentez menacé parce que vous vous mettez sur la défensive. Ils savent quand vous n'êtes pas sûr de vous parce que vous hésitez. Et une fois qu'ils connaissent ces schémas, ils peuvent les utiliser. La superposition des contradictions internes vous entraîne à maintenir plusieurs états émotionnels simultanément. Des états qui, en apparence, semblent devoir s'annuler mutuellement, calmes mais profondément alertes. Vous paraissez détendu. Vous n'avez pas l'air de tout observer, mais vous captez chaque micro-expression, chaque changement de ton, chaque hésitation. Le calme est réel. La vigilance est également réelle. Les deux existent en même temps, détachés mais pleinement conscients. Vous avez l'air de ne pas être investi dans cette situation. Vous ne vous penchez pas en avant. Vous ne montrez aucune urgence. Mais derrière cette apparente indifférence, vous êtes complètement engagé. Vous analysez, vous évaluez, vous décidez, vous participez à la conversation. Mais intérieurement, vous restez impassible. Vous êtes présent, vous êtes réactif, mais le résultat n'atteint pas votre être profond. Vous êtes comme un joueur de poker professionnel qui est complètement concentré sur le jeu, mais qui n'a absolument aucun attachement émotionnel à une main en particulier. Pourquoi cela vous rend-il impossible à lire? Parce que les gens qui vous lisent ne peuvent voir que la couche superficielle. Ils perçoivent le calme et pensent vous comprendre. Ils voient le détachement et pensent vous avoir cerné. Mais chaque lecture qu'ils font est incomplète. Il manque des pièces à chaque modèle mental qu'ils construisent de vous, et un modèle mental auquel il manque des pièces produit de mauvaises prédictions. Ils essaient d'anticiper votre prochain mouvement et ils se trompent. Ils essaient de déclencher une réponse spécifique et ils obtiennent quelque chose d'inattendu. La prévisibilité est une vulnérabilité. La complexité est une armure. La façon de développer cette capacité est de s'entraîner à maintenir deux états à la fois dans des situations à faible enjeu. Lorsque vous avez une conversation informelle, entraînez-vous à être pleinement présent tout en observant intérieurement. Entraînez-vous à être détendu dans votre corps tout en gardant votre esprit vif et en analyse constante. Avec le temps, cela devient votre mode de fonctionnement par défaut, et votre mode de fonctionnement par défaut devient impossible à percer à jour. Numéro 4. La suppression de la valeur de réaction. Lorsque vous réagissez à quelque chose, lorsque vous souriez à un compliment, vous vous crispez face à une menace, vous vous enthousiasmez pour une bonne nouvelle, ou vous semblez déstabilisé par une mauvaise,
Vous donnez à quelqu'un une carte en temps réel, en direct, constamment mise à jour, qui montre exactement comment fonctionne votre monde intérieur. Ils apprennent ce qui vous impressionne. Ils apprennent ce qui vous fait peur. Ils apprennent ce qui vous fait du bien et ce qui vous rabaisse. Et une fois qu'ils ont cette carte, ils peuvent vous manipuler. Ils peuvent utiliser cette carte pour obtenir ce qu'ils veulent de vous. Les manipulateurs le comprennent. Les négociateurs le comprennent. Vos réactions indiquent aux gens où se trouvent les portes. Et si vous voulez être inatteignable, vous devez arrêter de distribuer des cartes. La suppression de la valeur de réaction est la pratique qui consiste à traiter vos réactions comme une ressource précieuse et limitée. Quelque chose que vous dépensez de manière stratégique, et non pas librement. Avant de réagir à quoi que ce soit, posez-vous une question intérieure. Est-ce que révéler mon état ici m'apporte quelque chose d'un point de vue stratégique? Parfois, montrer de l'émotion est un coup de maître. Parfois, cela crée du lien, de la confiance, une connexion. Parfois, c'est un signe de force. Dans ces cas-là, vous réagissez de manière délibérée et intentionnelle parce que vous avez décidé que cela vous sert. Mais la plupart du temps, la grande majorité du temps, une réaction sert à quelqu'un d'autre, pas à vous. Quelqu'un dit une chose provocante, dans l'espoir de vous faire réagir. Ils veulent vous voir tressaillir. Ils veulent voir l'irritation traverser votre visage. Ils veulent voir qu'ils vous ont atteint. Et si vous leur donnez cela, si vous réagissez automatiquement, ils gagnent une petite bataille. Ils ont la confirmation qu'ils ont accès à vous, et ils utiliseront à nouveau cet accès. Lorsque vous réprimez cette réaction, lorsque vous regardez la provocation, l'absorbez, et ne donnez rien en retour, il se passe quelque chose de puissant. Premièrement, la personne qui vous a provoqué devient mal à l'aise. La boucle de rétroaction attendue a été brisée. Ils vous ont lancé quelque chose et n'ont rien eu en retour. Les humains sont profondément programmés pour attendre de la réciprocité dans les échanges émotionnels. Lorsque cette réciprocité ne vient pas, cela crée une sorte de vertige psychologique chez l'autre personne. Deuxièmement, avec le temps, ils arrêtent d'essayer. Les gens en provoquent d'autres parce qu'il y a une récompense, une réaction visible qui leur indique que la provocation a fonctionné. Quand il n'y a pas de récompense, la provocation devient inutile. Ils apprennent à un niveau subconscient que vous n'êtes pas une cible rentable et ils passent à autre chose. Troisièmement, votre propre sentiment de contrôle interne se renforce. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir automatiquement, vous faites travailler un muscle. Ce muscle devient plus fort à chaque répétition. Au fil des semaines et des mois de pratique, vous commencez à vous sentir véritablement imperméable aux petites provocations, car vous vous y êtes entraîné. Cela ne veut pas dire que vous devenez un mur vide. Cela signifie que vous devenez sélectif. Vos réactions prennent du sens parce qu'elles sont rares et délibérées. Lorsque vous choisissez de réagir, cela a du poids. Les gens y prêtent attention précisément parce que cela n'arrive pas tout le temps. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Mon silence est un pouvoir. Numéro 5. La discipline de l'effacement de la mémoire émotionnelle. Machiavel a dit un jour que les blessures infligées par l'épée guérissent, mais que celles infligées par la langue guérissent rarement. Il connaissait le pouvoir de la mémoire émotionnelle et à quel point elle peut être dévastatrice lorsqu'elle est utilisée contre vous. Parce que la mémoire émotionnelle ne s'accroche pas seulement à la douleur. Elle crée un schéma. Et les schémas sont des points de contrôle. Pensez aux personnes que vous connaissez et qui traînent leur passé émotionnel comme un sac à dos très lourd. Ils se souviennent de chaque personne qui leur a manqué de respect. Ils se repassent chaque moment d'embarras. Ils s'accrochent à chaque affront, chaque trahison, chaque fois que quelqu'un les a fait se sentir inférieurs. Ils ont construit des récits intérieurs entiers autour de ces souvenirs. Je suis quelqu'un à qui l'on manque de respect. Je suis quelqu'un qui est toujours ignoré. Les gens comme ça me traitent toujours d'une certaine façon. Ces histoires ne sont pas seulement désagréables à porter, elles sont dangereuses, parce que chacune d'entre elles est une prédiction, une histoire sur le fonctionnement du monde et sur votre place dans celui-ci. Et lorsque vous agissez à partir d'une prédiction, vous vous comportez de manière à la confirmer. Vous devenez facile à anticiper, car votre comportement est façonné par un scénario qui a été écrit par la douleur du passé. Et voici ce qui est pire. Les autres peuvent lire ce scénario. Pas toujours consciemment, mais à un niveau instinctif, les gens détectent les résidus émotionnels. Ils peuvent sentir quand quelqu'un réagit encore à une vieille blessure. Ils peuvent sentir quand quelqu'un nourrit de la rancune. Ils peuvent voir quand vous n'êtes pas pleinement dans le moment présent, parce qu'une partie de votre attention est encore dans le passé. Et une personne capable de lire votre histoire émotionnelle peut l'utiliser. Ils peuvent se positionner comme l'antidote à votre douleur.
ou ils peuvent appuyer sur la blessure pour vous déstabiliser. La discipline de l'effacement de la mémoire émotionnelle consiste à faire une distinction claire et délibérée entre deux types d'informations. Les résidus émotionnels, les sentiments, les rancœurs, les histoires personnelles, les griefs accumulés, c'est ce qui obscurcit votre jugement et vous rend prévisible. Vous ne stockez pas cela. Les données utiles, les renseignements factuels sur la façon dont une personne se comporte, quels sont ses schémas, où se situent ses intérêts, comment elle a agi dans le passé, c'est ce qui vous rend perspicace. Vous gardez absolument cela. La différence est cruciale. Vous n'oubliez pas qu'une personne vous a menti une fois. Vous conservez ce fait comme une donnée. Cette personne a démontré sa volonté de mentir. Cette donnée éclaire vos futures décisions les concernant. Mais vous ne portez pas la colère liée à ce mensonge. Vous ne vous le repassez pas en boucle. Vous ne construisez pas d'histoire autour de cela. Vous extrayez l'information et vous libérez l'émotion. Cela semble simple. Ce n'est pas facile. La mémoire émotionnelle est tenace par nature. Le cerveau humain est programmé pour se souvenir des expériences menaçantes ou douloureuses, avec plus de force que des expériences neutres. C'est un mécanisme de survie. Par conséquent, lutter contre cela demande un effort conscient et discipliné. Lorsque vous vous surprenez à ressasser un affront passé, vous vous arrêtez. Vous vous demandez quelle est la véritable information utile à tirer de cet événement. Vous identifiez cette information. Vous la stockez sous forme de données brutes, puis vous libérez consciemment la charge émotionnelle qui y est attachée. Vous n'avez pas besoin de la colère pour vous souvenir de la leçon. La leçon et la colère sont deux choses distinctes. Avec le temps, cette pratique vous apporte quelque chose d'extraordinaire. Vous devenez une personne qui n'est pas traînée par le passé. Vous n'êtes pas réactif. Vous n'êtes pas blessé. Vous ne suivez pas un scénario. Vous êtes présent, lucide, et vous agissez entièrement dans l'instant présent. Ce qui signifie que personne ne peut vous prédire en se basant sur votre histoire, car votre histoire ne vous contrôle pas. C'est l'une des choses les plus libératrices que vous puissiez construire et c'est aussi l'une des plus puissantes sur le plan stratégique. Je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Je porte des données, pas de la douleur. Numéro 6. Le contrôle de la fragmentation de la perception. Machiavel a dit un jour que le prince qui s'en remet entièrement à la chance est perdu lorsqu'elle tourne. Et de la même manière, la personne qui se construit une image publique totalement cohérente et prévisible est perdue dès l'instant où quelqu'un découvre comment utiliser cette image contre elle. La cohérence est confortable. La cohérence est aussi une cage. L'une des choses fondamentales dont les êtres humains ont besoin dans leur monde social est la capacité de construire une image cohérente des personnes qui les entourent. Nous sommes des machines à reconnaître des schémas. Nous observons comment quelqu'un se comporte dans de multiples situations et, à partir de ces données, nous construisons un modèle mental. C'est le genre silencieux. Elle prend toujours les choses en main. Il devient nerveux sous la pression. Elle devient froide lorsqu'elle est menacée. Ces modèles sont la façon dont nous naviguons dans nos relations. C'est ainsi que nous décidons à qui faire confiance, qui éviter et comment aborder les gens lorsque nous voulons quelque chose. Mais voici la réalité stratégique. Si quelqu'un a un modèle mental complet et précis de vous, il possède un plan détaillé sur la façon d'agir avec vous. Ils savent quelle approche fonctionnera avec vous. Ils savent à quoi vous réagissez. Ils savent ce qui vous touchera et ce qui ne vous touchera pas. Ce plan est un pouvoir sur vous. Le contrôle de la fragmentation de la perception détruit leur capacité à construire ce plan. La stratégie est l'incohérence délibérée. Non pas une incohérence aléatoire et chaotique, mais une variation soigneusement contrôlée dans la façon dont vous vous présentez à travers différentes situations et contextes. Lors d'une réunion, vous êtes silencieux. Vous écoutez, vous parlez à peine. Les personnes présentes dans cette pièce se font une impression. Cette personne est réservée, peut-être peu sûre d'elle. Lors d'une autre réunion, vous prenez la parole tôt et avec une autorité totale. Vous donnez la direction. Les gens se font une impression complètement différente. Cette personne est directe et maîtrise la situation. Avec une personne, vous êtes chaleureux et ouvert. Vous posez des questions. Vous montrez un intérêt sincère. Ils ressentent une connexion avec vous. Avec une autre personne, vous êtes froid et professionnel, strictement concentré sur la tâche, ne dévoilant rien de personnel. Ils n'arrivent pas à savoir si vous les appréciez ou non. Dans une situation, vous agissez avec urgence. Dans une autre, vous n'êtes absolument pas pressé, comme si vous aviez tout le temps du monde. Chaque version de vous est réelle. Vous ne jouez pas la comédie et vous ne simulez pas. Vous choisissez quel aspect authentique de vous-même mettre en avant dans chaque contexte. Mais de l'extérieur, quiconque essaiera de compiler ces différentes observations pour former une image unique et cohérente de vous échouera.
Les pièces ne s'emboîteront pas proprement, l'image sera floue, et une image floue signifie une stratégie faible. Quelqu'un qui essaie de trouver comment vous aborder, négocier avec vous ou vous déjouer, ne saura pas par où commencer. Ils essaieront une approche et obtiendront une réponse inattendue. Ils en essaieront une autre et obtiendront autre chose qu'ils n'avaient pas prévue. Ils n'arrêteront pas de se recalibrer, et pendant qu'ils se recalibrent, vous agissez librement. La belle vérité de cette stratégie est que plus vous pratiquez l'incohérence délibérée avec constance, plus vous devenez stratégiquement imprévisible. Et l'imprévisibilité entre les mains d'une personne calculatrice est l'un des outils les plus puissants dans n'importe quel domaine. Numéro 7. La non-participation émotionnelle. Machiavel a dit un jour qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Mais il existe une troisième option que Machiavel avait également comprise en profondeur, c'est de n'être ni l'un ni l'autre, de sortir entièrement de l'économie émotionnelle, d'être la personne qui n'est tout simplement pas disponible pour la transaction. Chaque interaction entre des êtres humains a une dimension émotionnelle, que nous en soyons conscients ou non. Chaque conversation, chaque réunion, chaque échange est un transfert d'énergie. Quelqu'un apporte une certaine énergie émotionnelle dans l'espace. C'est peut-être de l'enthousiasme qui cherche votre propre enthousiasme en retour. C'est peut-être de l'hostilité qui teste si vous allez l'absorber ou la repousser. C'est peut-être un besoin affectif qui recherche votre validation. C'est peut-être de l'anxiété qui veut que vous l'apaisiez. L'accord social tacite est que lorsque quelqu'un envoie une énergie émotionnelle, vous la recevez et y répondez de la même manière. Vous vous adaptez à leur énergie ou vous la contrez. Vous vous y engagez d'une manière ou d'une autre. C'est le contrat humain normal. La non-participation émotionnelle signifie que vous vous retirez entièrement de ce contrat. Vous ne résistez pas à l'énergie. La résistance reste une forme d'engagement. Cela signifie que l'énergie de l'autre personne atterrit sur vous et vous repousse. Vous ne contrez pas l'énergie. Contrer est aussi un engagement. Vous ne participez tout simplement pas. L'énergie est envoyée, et elle n'atterrit sur rien. Elle part dans le vide. Cela crée quelque chose de psychologiquement désorientant pour l'autre personne. Les humains sont profondément programmés pour attendre de la réciprocité dans les échanges émotionnels. C'est l'une des attentes sociales les plus fondamentales que nous portons en nous. Lorsque vous envoyez de l'énergie et que vous en recevez en retour, positive ou négative, la boucle est bouclée. Le monde a un sens. Vous savez où vous en êtes. Mais lorsque vous envoyez de l'énergie et que vous n'obtenez rien en retour, ni accord, ni désaccord, ni chaleur, ni froideur, juste l'absence totale de réponse correspondante. La boucle ne peut se fermer, et une boucle ouverte crée une tension psychologique. L'esprit humain veut désespérément fermer les boucles ouvertes. Il travaillera dur pour obtenir une réponse de votre part. Il va faire monter l'énergie émotionnelle, devenir plus animé, plus provocateur, plus dramatique, tout cela dans le but d'obtenir enfin une réaction qui ferme la boucle. Et pendant qu'ils font tout cela, pendant qu'ils escaladent, qu'ils surcompensent, qu'ils révèlent de plus en plus ce qu'ils veulent, ce qu'ils craignent et ce qu'ils sont prêts à faire pour obtenir une réaction de votre part, vous observez calmement, lucidement, en apprenant tout ce que vous devez savoir sur eux, sans rien leur donner en retour. La non-participation émotionnelle n'est pas de la froideur ou de la cruauté. C'est une absence stratégique. Vous êtes toujours présent physiquement. Vous pouvez même être engagé visuellement. Mais votre centre émotionnel n'est pas dans la pièce. Il est quelque part où ils ne peuvent l'atteindre. La manière pratique de développer cela est de commencer par identifier les échanges émotionnels auxquels vous n'avez pas réellement besoin de participer. Quelqu'un se défoule sur vous pour vous faire culpabiliser. Vous prenez acte des mots sans absorber la culpabilité. Quelqu'un se vante devant vous pour vous impressionner. Vous enregistrez l'information sans offrir la réaction qu'ils attendent. Quelqu'un apporte de l'attention dans un espace en espérant qu'elle se propage. Vous la laissez passer sans l'attraper. Petit à petit, vous devenez quelqu'un qui n'est tout simplement pas disponible pour la manipulation émotionnelle. Non pas parce que vous êtes protégé, non pas parce que vous êtes sur vos gardes, mais parce que vous avez complètement retiré la cible. Et c'est la vérité la plus profonde de ces 7 techniques. Le but n'est pas de construire une armure plus épaisse. Une armure peut être brisée. Le but est de déplacer le cœur, de relocaliser votre centre émotionnel dans un endroit où il ne peut tout simplement pas être trouvé. Quand il n'y a pas de cible, il n'y a pas d'impact. Quand il n'y a pas de point d'accès, il n'y a pas d'invasion. Quand il n'y a pas d'accroche émotionnelle, il n'y a pas de levier. Vous devenez, au sens le plus littéral, impossible à contrôler. Tout ce que vous venez d'entendre a un thème central. L'emplacement de votre centre émotionnel est votre plus grand atout stratégique.
Lorsque votre centre émotionnel est à la surface, visible, réactif, facile à trouver, vous êtes à la merci de quiconque est assez habile pour l'atteindre. Et les gens chercheront à l'atteindre, consciemment et inconsciemment. Les gens testent toujours où se trouvent vos boutons, ce qui vous touche, ce qui vous blesse, ce qui vous excite. Ils cartographient votre architecture émotionnelle en temps réel. Et une fois qu'ils ont cette carte, ils ont du pouvoir sur vous, parfois même sans en avoir l'intention. Mais lorsque votre centre émotionnel est caché, lorsqu'il a été déplacé vers un endroit qui ne peut être facilement localisé, tout bascule. Les gens ne peuvent pas déclencher ce qu'ils ne peuvent pas trouver. Les gens ne peuvent pas manipuler ce qu'ils ne peuvent pas atteindre. Les gens ne peuvent pas prédire ce qu'ils ne peuvent pas lire. Cette technique ne vise pas à vous transformer en machine. Elle ne consiste pas à se déconnecter de la vie ou des gens. La profondeur émotionnelle, la connexion et la véritable présence restent à votre disposition. En fait, elles deviennent plus riches lorsqu'elles sont choisies plutôt que forcées. Le but n'est pas de ressentir moins. Le but est de contrôler quand, où et comment votre vie intérieure est visible. La personne qui n'a aucun contrôle émotionnel est à la merci de son environnement. Elle s'élève quand les choses vont bien et s'effondre quand les choses vont mal. Et tout le monde autour d'elle observe le spectacle. La personne qui a un contrôle émotionnel superficiel a l'air calme, mais reste lisible en dessous, toujours accessible si quelqu'un sait où appuyer. Mais la personne qui a restructuré son architecture émotionnelle de l'intérieur, qui a intégré ces 7 principes dans son mode de fonctionnement quotidien, cette personne est tout à fait différente. Cette personne n'est pas seulement calme, elle est libre. Elle n'est pas sur la défensive. Elle est inatteignable. Elle ne fait pas semblant d'être forte. Elle est construite différemment. L'incertitude est la seule chose que l'esprit humain ne peut dominer. Nous pouvons répondre à la force. Nous pouvons contrer la faiblesse. Nous pouvons exploiter la prévisibilité. Mais nous ne pouvons pas naviguer sur ce que nous ne pouvons pas cartographier. Lorsque vous devenez la personne incartographiable dans n'importe quelle pièce, celle dont le monde intérieur est complexe, changeant et invisible, vous détenez une sorte de pouvoir qui ne s'annonce pas, qui n'a pas besoin de se défendre et qui ne peut vous être enlevé. Alors voici votre mission pour la suite. Ne dépensez pas votre énergie à essayer de ressentir moins. Ne la dépensez pas à essayer de paraître plus dur. Dépensez-la à reconstruire la structure, le système interne qui produit tout ce que les autres peuvent voir. Concevez l'usine. Repensez la machine. Car une fois que la machine est bien construite, rien de ce qui sort de la chaîne de montage ne peut être utilisé contre vous. Passez en revue ces 7 principes. Choisissez celui qui vous a le plus marqué. Commencez par là. Pratiquez-le chaque jour pendant 2 semaines. Vous n'avez pas besoin des 7 en même temps. Un seul, pratiqué avec une véritable discipline, changera votre façon d'évoluer dans le monde. Ensuite, vous ajoutez le suivant, puis le suivant, jusqu'à ce que tout le système soit reconstruit et que personne ne puisse trouver la porte. Avant de partir, si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, si elle a changé votre façon de penser, cliquez sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui est provoqué, bousculé ou contrôlé et qui n'a pas encore les outils pour y mettre fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner dès maintenant. Et pour terminer, écrivez cette dernière affirmation dans les commentaires. Structurellement intouchable, car c'est ce que vous êtes en train de construire. Pas un mur, pas un bouclier. Une structure complètement différente. Une structure qui ne peut être touchée, car elle ne peut être trouvée. Allez la construire. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer de contrôler leurs émotions. Mais voici le problème. Ils travaillent au mauvais niveau. Chacun d'entre eux essaie de corriger la réaction. Ils ressentent de la colère, alors ils essayent de calmer cette colère. Ils ressentent de la peur, alors ils essaient de repousser cette peur. Ils sont provoqués, alors ils essaient de gérer la provocation. Mais la provocation n'est pas le problème. La réaction n'est pas le problème. Le problème est le système sous-jacent, le câblage interne qui produit ces réactions en premier lieu. Pensez-y de cette façon. Imaginez une usine qui continue de produire des objets cassés. Vous pouvez vous tenir à la fin de la chaîne de montage et jeter chaque objet cassé qui en sort. Vous serez occupé toute la journée, mais l'usine continue de tourner. Les objets cassés continuent d'arriver. Rien ne change vraiment. Maintenant, que se passe-t-il si, au lieu de cela, vous entrez dans l'usine et repensez la machine? Vous réparez la source. Désormais, plus rien de cassé n'en sort. C'est exactement ainsi que fonctionne la pensée psychologique machiavélique.
Elle ne reste pas au bout de la chaîne pour essayer de gérer ce qui en sort. Elle plonge au cœur de la machine et recable tout le système. Et une fois que ce système est repensé, une fois que votre architecture émotionnelle est reconstruite de l'intérieur, il se passe quelque chose de remarquable. Les gens ne parviennent plus à vous atteindre, non pas parce que vous faites semblant d'être fort, non pas parce que vous simulez la confiance, mais parce que vous êtes devenu structurellement inatteignable. Machiavel avait compris une chose qui échappe totalement à la plupart des gens modernes. Il avait compris que la personne qui ne peut être ni lue émotionnellement, ni provoquée, ni prédite, détient tout le pouvoir. Celui qui contrôle la dynamique émotionnelle contrôle le résultat. Et la seule façon de contrôler cette dynamique est de rendre votre monde intérieur invisible. Il ne s'agit pas de devenir froid. Les personnes froides restent lisibles. Une personne froide a un schéma, et les schémas peuvent être exploités. Il s'agit de devenir quelque chose de bien plus dangereux, imprévisible, insaisissable et structurellement intouchable. Au cours des prochaines minutes, je vais vous présenter 7 techniques psychologiques spécifiques, ancrées dans la pensée machiavélique, qui vont complètement changer votre façon d'agir. Ce ne sont pas des conseils de motivation.